Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 20 mai. Au programme, on va commencer avec les cryptos et le futur de l'Ethereum. Un futur qui me fait plaisir, même si je ne suis pas du tout dans les cryptos, vu que, enfin, voilà, hein, je connais pas grand-chose et tout, mais ça me fait plaisir vu que ça va enfin se libérer déjà des cartes graphiques. Et ça, je vous avoue que en tant que gamer sur PC, ça fait plaisir. Et en plus, deuxième point qui est très soulevé en ce moment, le point de vue énergétique avec normalement une baisse drastique de l'énergie mobilisée pour miner enfin même pour faire fonctionner l'Ethereum. C'est pas que pour miner d'ailleurs, c'est aussi pour le faire fonctionner parce que voilà, le principe tout le principe de la blockchain repose sur des machines qui font des calculs très compliqués, ce qui demande dans tous les cas beaucoup d'énergie, peu importe le moyen effectué. Ça finit par être trop et du coup très intéressant. Ensuite, on parlera de Samsung et de son futur nouveau Galaxy Z. Alors, on a eu le Z Fold, celui qui se plie en deux comme un livre. On a eu le Z Flip qui se plie en deux comme nos anciens téléphones. Euh, et là, on parle du Z Roll qui serait du coup un téléphone avec un écran qui, euh, qui s'enroule, et, enfin qui s'agrandit et se diminue. Un format qui peut intéresser en vrai. Ça, pour le coup, c'est peut-être le plus intéressant de tous ces Z, mais beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur ce truc. Beaucoup de problèmes potentiels. On va parler un peu de Google avec encore des nouvelles, des innovations chez Google suite à leur conférence. Ici, on va parler du cast audio et vidéo, avec un truc plutôt sympa, un autre, je vous avoue que j'ai été déçu. On va en parler ensemble, mais c'est nouveau, alors on en parle. On va parler d'Apple, encore des petites infos croustillantes révélées, vu qu'il y a un procès. Voilà, ils sont obligés, il y a des trucs qui sont obligés de révéler, il y a des trucs qui sont lâchés par Apple pour leur défense. On va avoir un peu de chaque aujourd'hui, mais des infos qui, qui sont plutôt intéressantes pour le coup. On va parler un peu de DDR5 avec les premiers kits qui devraient être disponibles dans le grand public. On a une partie des caractéristiques, mais pas tout, forcément. Puis, de toute façon, ce sera normalement les premières cartes mères et processeurs devraient arriver d'ici à la fin d'année, donc on a un peu de temps. Mais ça promet du lourd. On va parler processeurs avec AMD qui a, depuis le début de la semaine, laissé, laissé des infos sur un futur petit refresh de ses derniers processeurs Ryzen 5000. J'ai attendu d'avoir un peu plus d'informations parce que pour moi ça semblait très flou de ce qu'on a eu en début de semaine. On commence à avoir des infos un peu plus fiables, notamment des infos directement via AMD. Et au final, un peu de déception sur l'intérêt de ce refresh. On continuera avec AMD côté carte graphique avec le Fidelity FX Super Résolution, la future tech d'AMD qui est censée concurrencer le DLSS de Nvidia. Et certains ont déniché le brevet qui a été déposé maintenant il y a quelques temps, en 2019, par AMD pour cette tech. Ça nous donne des petites infos supplémentaires sur le potentiel à la base voulu par AMD. On ne sait pas si ça ira jusque là, mais on est sur quelque chose de bien plus ouvert que le DLSS de Nvidia qui lui repose sur du matériel dédié présent dans les cartes RTX Nvidia. Là, on serait sur quelque chose de plus compatible avec vraiment beaucoup de choses. C'est théoriquement intéressant. On verra la réalité de la tech une fois qu'ils l'auront sorti. On passera ensuite toujours sur les cartes graphiques avec Nvidia qui tiendra une conférence
très bientôt, vu que c'est le 31 mai pour le Computex. En même temps, ils ont bien raison, c'est pas loin de chez eux le Computex et ça rassemble, ça rassemble des grands noms. Mais on sait déjà quasiment tout sur ce qu'ils vont annoncer. On espère qu'il y aura d'autres trucs parce que si s'il y a que ce qu'on sait, bah, on a déjà tout. Donc à quoi bon faire une conférence? On verra. Mais pour l'instant, personnellement, je la regarderai pas en live parce que j'attends rien de spécial. Et en plus, je crois que c'est en plein milieu de la nuit, ce qui n'arrange pas les choses. On finira avec les stocks de cartes graphiques et un écran en promo, un écran taillé pour le gaming compétitif à moindre frais. C'est pas, c'est pas hyper accessible non plus, ça reste un écran pour le gaming compétitif. Mais pour le coup, il est ici à un prix plus intéressant que d'habitude. On commence tout de suite avec l'Ethereum, du coup, bim, et des annonces faites directement par la fondation Ethereum. Donc voilà, intéressant sur cette future transition du Proof of Work à Proof of Stake, Stake, je sais pas, je suis pas anglais. Du coup, on passerait d'un fonctionnement où on demande encore à des puces de calcul de faire des calculs très compliqués pour faire fonctionner cette blockchain à un autre fonctionnement qui se baserait du coup sur des réserves d'Ethereum. Alors je vous avoue que concrètement et technologiquement, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais on arrête de faire des gros calculs qui sont très gourmands en énergie pour passer sur une autre méthode de validation pour faire fonctionner la chaîne qui s'appelle Beacon. Je savais pas que la blockchain de l'Ethereum s'appelait Beacon, mais ok. Tout à fait, l'ETH 2.0. Et si la fondation Ethereum fait ce genre d'annonce maintenant, ça veut dire deux trucs. Ça veut dire dans un premier temps que en ce moment la pression est très forte autour de l'impact environnemental des crypto-monnaies, la pression mondiale bien sûr, même si encore une fois toutes les personnes qui s'étaient un peu intéressées à la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain, et à partir du moment où on comprend que le principe pour faire fonctionner cette blockchain c'est de faire des calculs ultra compliqués et de plus en plus compliqués, on se doute bien que ça demande déjà pas mal d'énergie et en plus, deuxième problème, de plus en plus d'énergie. Parce que plus le calcul est compliqué, plus ça demandera d'énergie. Même si on est censé, d'un autre point de vue technologique, s'améliorer sur la puissance de calcul et la consommation d'énergie, ça suit pas le même rythme. Malheureusement, du coup, effectivement, on consomme de plus en plus d'énergie. Du coup, forcément, ce qui est mis en avant ici, c'est notamment la baisse en consommation d'énergie avec une estimation de moins 99,95% de la consommation actuelle. Du coup, pour arriver à quelque chose de, d'environnemental, de passable au niveau environnemental. Parce que à l'heure actuelle, clairement, on ne peut pas dire que ça fasse du bien à notre planète. On donne des échelles parce que forcément, l'énergie, on a beaucoup de mal à se rendre compte de. On nous donne par exemple des gigawatts. Honnêtement, est-ce que ça vous donne une idée si je vous donne 1 gigawatt de ce à quoi ça correspond? En vrai, non. Et même des gens qui ont la notion de ce qu'est un gigawatt, c'est difficile de se représenter. Donc ici, on nous donne deux moyens de se représenter la différence. Premier moyen en associant cette consommation à la consommation soit d'un pays pour l'heure actuelle, comparé à une ville américaine d'environ un peu plus de 2000 foyers dans le futur. On passe du coup ici de 5,13 gigawatts à 2,62 mégawatts, un rapport de 1000 entre les gigas et les mégas, n'oubliez pas. Encore une fois, c'est quand même assez compliqué de se rendre compte, même si on donne des... voilà, entre un pays de taille moyenne et effectivement une ville américaine de 2100 foyers,
On imagine qu'il y a une grande différence, mais c'est dur de se représenter. Du coup, deuxième solution que j'apprécie un peu plus, on associe ça à une hauteur. Et bon, ils en profitent pour, pour faire un peu de bashing sur le Bitcoin au passage, parce que ça les régale, j'imagine. Du coup, ici, on a représenté l'énergie consommée par le Bitcoin à l'énergie consommée par l'Ethereum à l'heure actuelle et l'Ethereum dans le futur, une fois qu'il sera passé au Proof of Stake, je sais toujours pas. Donc oui, là du coup on se rend bien compte, on a d'un côté le Burj Khalifa qui fait 830 mètres de haut pour le Bitcoin, comparé à l'heure actuelle l'Ethereum qui est quand même bien moins énergivore parce il représente seulement la tour de Pise qui fait 57 mètres de haut. Ça reste beaucoup, hein. C'est effectivement vu qu'on compare au pire, et bah on a l'impression que c'est beaucoup moins, mais ça reste beaucoup. Et dans le futur, ça fera la taille d'une vis. Donc là, vous pouvez vous rendre compte quand même plus simplement la différence d'échelle entre la tour de Pise et une vis. Et bah on sera sur ça. C'est très intéressant d'un point de vue énergétique. Et le deuxième truc, c'est que du coup, si on se passe de puces de calcul, l'Ethereum abandonnera sa, son, son accaparation quasi totale des cartes graphiques qui sortent pour les laisser aux gamers. Et ça me fait plaisir. Là où le Bitcoin aujourd'hui n'utilise plus de cartes graphiques parce que ce n'est plus rentable. On est rendu à du matériel dédié vu que les calculs sont encore plus compliqués. Honnêtement, j'ai envie de vous dire que sur le papier, pour moi en tout cas, c'est que du bon. Après, encore une fois, moi je n'ai pas de crypto-monnaie, je ne suis pas dans le trading de crypto-monnaie, donc de ce point de vue-là, j'en sais rien. Et en fait, je m'en fiche un peu, vu que je ne suis pas directement impacté. Donc pour moi, c'est vraiment potentiellement que du bon. Après, l'autre chose, c'est que oui, on nous annonce ça. Là, en plus, on le fait vu qu'il y a cette pression mondiale médiatique sur l'énergie dépensée dans la crypto-monnaie et on ne sait pas exactement quand ça va vraiment être mis en place. Mais on attend que ça, on espère que ça arrivera cette année. Ça soulagerait en tout cas beaucoup le marché des cartes graphiques gaming, notamment, notamment des dernières générations qui sont toujours très compliquées à trouver. Pas que à cause des crypto-monnaies, bien sûr, mais ça n'aide pas. En tout cas, visiblement, un avenir plus écologique pour l'Ethereum. Et bah, honnêtement, pour moi, c'est quelque chose de juste d'obligé. On peut pas, vous voyez, par exemple, le Bitcoin qui consomme énormément, c'est pas quelque chose de viable sur le long terme. On peut pas se dire que ça va consommer de plus en plus et on va juste le subir. Il faut trouver des moyens, et je suis sûr qu'il existe des moyens. Visiblement, pour l'Ethereum, ils ont trouvé un moyen. On n'attend plus qu'il soit mis en place. On continue avec quelque chose qui n'a rien à voir, un téléphone chez Samsung avec le Galaxy Z Roll. C'est honnêtement un des téléphones, une des techs sur les téléphones que j'attends de voir en vrai sur des vrais téléphones produits en masse. On a pour l'instant seulement vu des protos qui étaient équipés de ce genre d'écran, écran enroulable, agrandissable, étirable, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le principe est assez simple. Vous avez une charnière mécanique sur votre téléphone qui peut se déplier et du coup, votre téléphone peut prendre en général deux formats différents, l'un plus allongé, plus large que l'autre. Voilà. Ce qui est quand même une idée de base super sympa, surtout aujourd'hui où on va faire des téléphones de plus en plus grands parce que les gens aiment bien avoir la possibilité d'avoir un grand écran même sur leur téléphone. Mais du coup, on arrive aussi dans un monde où nos téléphones ne vont plus rentrer dans nos poches. Et bah, ça peut être problématique. Alors s'il peut se rapetissir pour une utilisation rapide ou même rentrer dans notre poche, et bah c'est pas bête du tout. Le problème
de cette technologie, c'est la charnière qui est du coup mécanique et qui peut potentiellement avoir des soucis de fiabilité, de robustesse, de beaucoup de choses, beaucoup de soucis potentiels, d'étanchéité aussi, hein, clairement. Donc, donc c'est quand même, on peut avoir des problèmes, mais d'un autre côté, il faut bien essayer d'en faire, pour derrière faire des versions améliorées, comme a pu le faire Samsung sur ses premiers Galaxy Z, avec notamment le Fold, qui est celui qui se ferme comme un livre, où effectivement la première itération du Z Fold n'était peut-être pas la plus aboutie, et on arrive maintenant à un téléphone quand même bien plus qualitatif et fonctionnel dans le temps que a pu être la première version. On parle ici du coup de téléphone, on n'est même plus dans le haut de gamme, là on est dans l'ultra haut de gamme premium. Le Z Fold par exemple coûte plus de 2000 euros. Ici on serait sur ce genre de tarif, au moins dans un premier temps. On est encore sur les débuts de ce genre de technologie, donc forcément il va falloir un peu de temps avant que ça soit quelque chose d'accessible et de répandu. Mais en vrai c'est le genre de truc qui moi m'intéresse plus que pourrait m'intéresser le Fold ou le Flip, qui sont des téléphones déjà sortis de la gamme Galaxy Z, qui est du coup la gamme la plus chère de téléphones Samsung, avec des modèles qui vont à plus de 2000 euros. Donc clairement, c'est le début, mais la technologie est intéressante. Les problèmes sont potentiellement multiples. Après, Samsung, ils sont forts en général, ils arrivent à... Peut-être pas toujours à la première itération, mais en général, au bout de la deuxième version, on a déjà du matériel bien fini, de haute qualité, avec les principaux défauts de la première version corrigés. Donc ça promet des trucs sympas. On continue avec Google, qui continue de nous informer sur des nouveautés à venir dans les écosystèmes de services Google. Ici, on va parler du Cast avec deux fonctions bien différentes. La première, c'est une fonction qui vous permet de passer d'un écran à l'autre, de regarder quelque chose sur un écran et de passer sur un autre écran sans avoir, en gros, de façon très simple, juste à partir d'une commande vocale. Je vous avoue que sur le papier, c'est pas... L'intérêt, c'est la façon très simple. Vous avez juste à lancer une commande vocale et vous pouvez passer d'un appareil avec du coup l'écosystème quand même Google à un autre appareil avec l'écosystème Google, donc quelque chose qui a un Chromecast ou les appareils connectés Google du genre le Nest Hub, je crois, ou des télés Android, du coup. Donc tout ça. Le petit point noir là-dedans, c'est que on ne sait pas exactement quels sont les contenus compris là-dedans. Je m'explique. Honnêtement, sur la plupart des plateformes et des services de streaming vidéo, vous pouvez déjà le faire. Alors, effectivement, pas juste avec une commande vocale, mais par exemple, si on prend Netflix, vous faites pause quelque part, vous allez sur un autre appareil, vous lancez Netflix, vous appuyez, enfin, vous reprenez ce programme et il redémarre exactement là où vous êtes arrêté. Donc, voilà, vous pouvez passer d'un écran à l'autre. Effectivement, il n'y a pas juste une commande vocale, mais c'est pas très compliqué non plus. Sur YouTube, c'est exactement la même chose, par exemple. Donc après, il faut voir si, par exemple, sur de la télé, ça peut marcher. Si vous avez une télé Android et un, euh, un Nest Hub dans votre chambre, est-ce que vous pouvez faire passer, par exemple, TF1 de votre télé vers votre Nest Hub? Je ne sais pas, c'est une de mes questions. Ça simplifie les choses. Là-dessus, oui. Après, est-ce que ça va s'appliquer vraiment à tous les contenus? Je ne sais pas. Deuxième petit point cast, c'est avec du coup de l'audio, et le principe serait de connecter une ou plusieurs enceintes sans fil à un appareil
euh, comme une télé ou un PC. Le but serait de faire un genre de home cinéma sans fil à partir d'enceintes connectées Google. Ça pour le coup, ça peut être une bonne idée pour les gens qui veulent vraiment rentrer dans les services et l'écosystème Google. Du coup, si vous avez effectivement beaucoup d'appareils et tout, ça peut vous plaire. C'est plutôt sympa et ça peut avoir du sens, mais c'est pas non plus une révolution. Ça marche Banksy, à la prochaine. Du coup, on passe ensuite à Apple après Google. Apple, forcément. La suite logique. Apple qui nous livre des informations. Cette première information a un peu été livrée sous la contrainte de la justice américaine. Et c'est le montant touché par Apple grâce à sa commission sur Fortnite. Savoir que du coup, Fortnite est un jeu gratuit. Donc, l'argent touché par Apple sur Fortnite est uniquement lié aux microtransactions sur iOS. Du coup, si on va parler uniquement des microtransactions Fortnite sur des iPhones. Et Apple aurait touché plus de 100 millions de dollars sur 2 ans grâce à Fortnite et les microtransactions payées sur iPhone. C'est une information qui a été demandée par les avocats d'Epic, bien sûr, pour montrer à la justice que, effectivement, Fortnite rapporte beaucoup d'argent à Apple grâce à ses 30% de commission sur toutes les microtransactions. C'était pas quelque chose qui nous étonnait. Après, on peut-être pas dit 100 millions, mais enfin plus de 100 millions, mais voilà, on savait que Fortnite générait beaucoup d'argent, on savait aussi que beaucoup d'argent était généré sur iOS, donc forcément, bah, beaucoup, 30% de beaucoup, ça fait beaucoup, hein, forcément. Donc c'est, voilà, ça je pense que s'ils avaient pu s'en passer, Apple, ils auraient pas livré cette information et ça vient plutôt aider Epic que le contraire. Du coup, on a ensuite un petit point défense d'Apple avec un grand monsieur tout de même, parce qu'on parle du chef de l'ingénierie logicielle d'Apple qui a été appelé à la barre. Alors, euh, je veux pas, je veux pas écorcher son nom. Il s'appelle Greg Federici. G. Federici, on va dire comme ça. J'espère que j'ai pas, pas trop mal prononcé. Et il est venu taper sur, il est venu taper sur macOS. Alors que, bah oui, hein, enfin, il s'occupe des équipes qui font macOS, bien sûr, en expliquant que, contrairement à iOS, macOS est un écosystème plus ouvert et du coup bien plus sujet au malware et du coup aux problèmes que peuvent engendrer des malwares, là où iOS est quand même un des systèmes les plus sécurisés, en tout cas des systèmes ultra répandus et plus sécurisés, vu que tout est bloqué et tout est contrôlé. C'est assez marrant quand même qu'ils ramènent leur propre chef pour venir un peu se dire que ce qu'ils font, c'est pas terrible, mais forcément, ça appuie très bien leur défense en expliquant que si leur défense se base sur le fait que s'ils bloquent autant le système, c'est pour la sécurité des utilisateurs. Alors, je dis pas que c'est vrai ou quoi que ce soit, c'est leur défense. Et ils utilisent ici leur deuxième système qui est macOS, qui est plus ouvert pour montrer que justement, avec un système plus ouvert, et bah, on peut aussi avoir plus de problèmes, notamment au niveau des malwares. Et bien sûr, on le sait, iOS est effectivement en grande partie préservé des malwares grâce à ça. Après, on a d'autres inconvénients qui vont avec. De toute façon, ça va être une délibération compliquée, je pense, ce procès. Mais toujours des trucs assez marrants que des gens qui travaillent chez Apple viennent taper sur, sur un OS Apple, mais
pense on lui a demandé, hein, clairement. On continue avec de la DDR5 et c'est Gale qui nous annonce ses premiers kits qui devraient arriver à la fin de l'année. Du coup, premier kit DDR5 qui aurait voilà, ce look-là. Alors, il existerait aussi des versions sans le RGB pour les gens qui sont allergiques au RGB. euh, avec pour l'instant, du coup, des capacités très classiques. On nous avait informé qu'un des avantages de la DDR5, c'était potentiellement d'aller mettre jusqu'à 128 Go de RAM sur une barrette, là où à l'heure actuelle on est limité à 32 sur la DDR4. Ici, pas plus que 32, on a de 16 à 4 fois 32. Voilà, pas de 8, pas de plus 32. Mais par contre, en termes de fréquence, on irait du coup de 4800 MHz, ça on en a déjà vu pour les fréquences les plus basses, mais jusqu'à 7200, donc beaucoup plus. Et on nous avait parlé de ces fameuses fréquences qui pourraient être atteintes, notamment par Corsair. Après, on a assez peu d'informations, on a la tension sur le kit qui est à 4800, mais pas plus. On est encore au début de la longue liste des kits DDR5 qui vont être annoncés. Forcément, ça va arriver à la fin de l'année, ça va pas être les seuls ici à présenter des kits en fin d'année. Donc ça va s'accélérer petit à petit avec, j'imagine aussi, le teasing des futures générations de processeurs qui prendront donc en charge ces kits DDR5 et aussi des cartes mères. Pas oublier les cartes mères. Donc tout ça, ça nous fera des bonnes infos pour la fin d'année. On continue avec la seule news processeur aujourd'hui et c'est une news d'AMD, une news sur un refresh, une révision, la révision B2. Pourquoi B2? Je ne sais pas. Qui a plus ou moins fuité en début de semaine. On a eu des petites infos un peu comme ci comme ça, pas trop clair, beaucoup de flou. Du coup, j'ai décidé de ne pas en parler, le temps d'attendre d'avoir quelque chose d'un peu plus clair et vérifié. Ici, on a AMD qui s'exprime, donc voilà, au moins c'est vérifié, ou sinon vous en prendrez AMD, pas ma faute. Et qui nous explique qu'en fait, ce refresh, qui dans un premier temps était annoncé comme des nouvelles versions potentiellement avec des nouveaux noms, des petits XT à la fin pour au lieu d'avoir par exemple un Ryzen 5 5600X, on passerait à un Ryzen 5 5600 XT avec des fréquences peut-être un petit peu à la hausse. Il n'en est rien, zéro, nada. Au final, on aurait juste voilà plus une légère modification du process et aucune amélioration, aucune différence pour nous, utilisateurs de ces processeurs. Donc du coup, voilà, no feature, function, or performance enhancement, donc amélioration. Donc voilà, c'est au final un peu du vent ou au moins plus lié au process industriel que à notre co-performance ou à notre utilisation du truc. Ce qui est du coup pas du tout ce que les gens s'attendaient et un peu dommage. Après, d'un autre côté, est-ce que est-ce qu'AMD doit vraiment déjà essayer de sortir des versions différentes qui du coup s'additionneraient aux versions existantes là où on n'est pas encore sorti des problèmes de prod et AMD est clairement sur tous les fronts, donc peut-être que c'est mieux pour eux de ne pas faire tout de suite des nouvelles références. On continue avec AMD mais plutôt sur la partie graphique ici et le Fidelity FX Super Résolution, ce qui est censé être le concurrent du DLSS de Nvidia. DLSS de Nvidia qui est une technologie d'upscale intelligent. Du coup, ça permet à votre machine de calculer une image en
résolution plus basse que ce qui va être affiché sur votre écran, et ensuite le DLSS prend l'image résolution plus basse, fait sa magie assistée par du matériel dédié et un process lié avec de l'intelligence artificielle pour vous afficher une image sur votre écran en plus haute résolution sans que vous voyez la différence. Donc pour vous, c'est que du bénéf, et pour votre machine aussi. Ça lui permet de produire plus d'images et donc d'avoir une fluidité finale meilleure pour l'utilisateur. Ici, chez AMD, avec ce Fidelity FX Super Résolution, on est visiblement sur autre chose. On se repose pas sur du matériel dédié et on rend le truc accessible à tout le monde. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le brevet de cette tech qui a été déposé fin 2019 par AMD sous le nom de Gaming Super Resolution. Et bon, je vais pas vous lire tout le texte parce que voilà, c'est long et c'est pas très sympa. Mais en gros, ils expliquent que vraiment, ça pourrait, en théorie, s'adapter sur n'importe quel matériel. On parle bien sûr de GPU, mais aussi de processeurs, et aussi de tout et n'importe quoi qui a un peu de puce de calcul. On parle de télé, de tablette, enfin tout ce qui est considéré comme un outil numérique aujourd'hui. Imaginez ça quand même sur une télé potentiellement, ou même une tablette pour derrière rendre le jeu bien plus fluide. Le potentiel semble assez infini. Après, on se dit que voilà, ça semble sur le papier compliqué de faire aussi bien qu'une solution qui repose sur du matériel dédié, mais ça le rend compatible avec tout et n'importe quoi. À voir jusqu'où ils sont capables d'aller en termes de performance sans avoir de matériel dédié, ça va être là la question, et aussi savoir si ils vont rendre ça compatible sur un maximum d'appareils ou pas. En tout cas, dans un premier temps, j'imagine qu'ils vont déjà le mettre sur leur carte et on verra comment ça marchera. Mais c'est beaucoup de promesses. J'espère, j'en attends beaucoup, hein, et beaucoup de gens en attendent beaucoup de ce Fidelity FX Super Résolution, parce que à l'heure actuelle, c'est ce qui manque à AMD pour que ces cartes dernière génération puissent faire du ray tracing qui demande énormément de performance tout en gardant un jeu fluide. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible dans des hautes résolutions, là où Nvidia est capable de le faire grâce à son DLSS. Encore une fois, sans le DLSS, Nvidia n'est pas non plus capable de faire tourner du ray tracing avec des hautes résolutions. Le ray tracing est juste trop gourmand. On continue avec Nvidia, on est sur les cartes graphiques, et Nvidia qui nous annonce une conférence le 31 mai prochain lors du Computex, même si tout ça est virtuel et voilà, c'est juste dans le cadre du Computex, avec, on le sait déjà, l'annonce qui a déjà été reportée de la 3070 Ti et de la 3080 Ti. Honnêtement, j'espère qu'il y aura d'autres trucs, parce que sinon ça me ferait mal. La 3070 Ti et la 3080 Ti, ça fait un bail, mais vraiment un bail qu'on sait que ça va arriver, que ça va compléter les gammes Nvidia. On en est à se poser quasiment plus aucune question, à part est-ce qu'on pourra en acheter et est-ce que ça nous coûtera plus ou moins cher que 1500 euros pour la 3070 Ti. Non, en vrai, j'espère qu'il y aura d'autres trucs. Déjà, j'aimerais bien savoir s'ils sortent cette fameuse 3090 Ti ou pas, ou si c'était de la fake news. Même si on a vu que des gens ont trouvé, des data miners ont trouvé des informations sur le logiciel Zotac, si je ne me trompe pas, d'une future 3090 Ti de la marque. J'aimerais bien savoir, et j'espère qu'il y aura quand même d'autres choses, parce que franchement, si c'est vraiment faire une conférence pour annoncer uniquement ces deux modèles de cartes, et bon, on connaît hein, les conférences, il y a aussi les moments où ils présentent les marques avec qui ils collaborent, et où ils se disent qu'ils s'aiment à la folie et qu'ils sont tous amis.
on connaît ces bails-là, bien sûr. Mais si en termes de matériel, on n'a que 2 cartes graphiques qui ont été leakées à l'infini et dont on attend que la sortie et voir la disponibilité et les prix, plus qu'autre chose, ce serait un peu dommage. Donc on verra, c'est du coup, je sais plus, du coup c'est le 31 mai, je sais plus à quelle heure c'est pour nous, mais je crois que c'est pas du tout un bon horaire, vu que forcément le Computex c'est à la base c'est à Taïwan, donc un peu à l'autre bout du monde, donc forcément décalage horaire, bonjour. On continue avec les stocks de cartes graphiques, et aujourd'hui il y a eu un peu, pour une fois, pas mal de trucs de lâcher, j'ai vu. Bon, ici, ils mettent en avant que les 1050 Ti, les 1650, qui sont plutôt très chers. On est par exemple une 1050 Ti à 225 euros. Voilà, ça fait mal. On a une 1650 à 250. Pareil, hein, ça fait mal. On en a des plus chers, hein, si vous voulez mettre plus cher. Euh, Aïe aïe aïe. Il y a aussi une 2060, mais alors, attendez, j'ai oublié un truc. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Hop, hop, je mets ça là. Toi reviens là. Yes. Mais il y a aussi eu des 3070 et 3080 qui ont été disponibles à midi sur Top Achat. Si j'ai bien compris, Top Achat, ils mettent en ligne à midi les références. Donc pour les gens que ça intéresse, il faut être à l'heure. Mais au moins vous connaissez l'heure et ça peut aider. Du coup, aujourd'hui, hop, on regarde les produits en stock uniquement. On a du coup toujours cette ASRock 6700 XT à 1180. Toujours cette haute ASRock 6700 XT, mais celle-là, elle a du RGB à 1240. La 6900 XT Toxic Extreme Edition, donc super carte, un refroidissement hybride, tout ça à 2650, très cher mais super carte. On a une nouvelle 6900 XT qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, une MSI, la Gaming Z Trio à 2600, plutôt très cher, plutôt très cher. Et d'autres 6700 XT et 6900 XT qu'on a déjà vu, la Toxic pas en extrême édition, la OC Formula qui est la plus chère des 6900 XT. Toujours cette Power Color à moins de 1000 euros, 950 pour cette 6700 XT qui est la moins chère. Et si vous en voulez une plus chère, vous avez la Challenger à 1130. Toujours dur, hein, les cartes. Et effectivement, il y a eu des cartes Nvidia qui ont été en stock aujourd'hui. Elles ne sont pas restées comme souvent, hein, les cartes Nvidia qui sont plus plébiscitées que les cartes AMD. Donc dommage, mais il y en a eu. Et si vous voulez vraiment en acheter et que vous êtes prêt à mettre plus d'argent, enfin les prix qui sont actuellement, vous pouvez, il faut être à l'heure, mais c'est possible. On finit avec un écran en promo, un écran honnêtement plus dédié au gaming compétitif. On est sur un écran 24 pouces, donc pas très grand, mais en général très bien pour le gaming compétitif. Résolution Full HD, on n'a pas besoin de plus. On a une dalle TN qui est du coup qui a longtemps été le mieux pour du gaming compétitif. Aujourd'hui, on commence à faire quasiment aussi bien sur des dalles VA ou IPS, mais on reste sur des dalles qui ont des taux de latence très bas et qui sont optimisés pour afficher pour afficher un haut taux de rafraîchissement. Donc ici, 200 euros pour cet écran Asus 24 pouces Full HD 165 Hz
On nous annonce le petit 0,5 millisecondes, toujours plus. Mais par contre, pour ce prix-là, c'est intéressant, vous avez le G-Sync, et vous avez le vrai G-Sync, hein, c'est même pas G-Sync compatible, c'est le G-Sync, et aussi FreeSync pour 200 €, ce qui est plutôt intéressant. Souvent, les moniteurs compatibles, même pas certifiés, hein, compatibles G-Sync, sont déjà plus chers que ceux qui ne le sont pas, et alors les certifiés, ils sont... Voilà, c'est quelque chose qui se paye auprès de Nvidia. Donc là, on a un produit qui est assez accessible, 200 € tout de même, mais assez accessible pour ce genre d'écran qui est quand même pas pour tout le monde. Il faut avoir un côté gamer qui a envie de performer sur ces jeux. Donc si vous êtes seulement adepte des jeux solo où vous vous éblouissez devant les paysages et les couleurs, c'est pas spécialement fait pour vous. Mais si vous êtes joueur de CSGO, Valorant ou Warzone par exemple, et bah, ça peut être tout destiné pour avoir un écran au top et être toujours meilleur. Voilà, on conclut là-dessus notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez appris des trucs. Comme souvent, j'en profite pour vous dire que vous pouvez faire des retours. C'est cool et ça m'aide. Donc n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux. Parce que voilà, si vous voulez vous abonner à mes réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Une semaine qui aura été riche en actu.